Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter un exemple d'application de la psychologie de la motivation, de la psychologie mathématique. On le verra par les lois, on le verra par le schéma et par la compréhension du phénomène de la réaction de court-circuit. C'est-à-dire que bien souvent, il nous arrive de faire des choses alors que nous n'en avons pas vraiment la conscience et d'autre part, surtout je dirais, nous ne voulions ou ne voudrions pas faire ces genres de choses. Acte manqué en quelque sorte. Alors, cette réaction, si vous voulez, vient du fait que nous sommes des êtres encore mi-conscients. Encore mi-conscients, c'est-à-dire que nous n'avons pas complètement le contrôle de nous-mêmes. Nous pensons l'avoir, mais nous ne l'avons que partiellement. Nous pensons l'avoir, c'est-à-dire que quand vous posez la question à quelqu'un, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites, il va vous répondre oui. Et pourtant, vous allez lui montrer que bien des moments, il y a des choses qu'il n'a pas vues, des choses qu'il n'a pas entendues, des situations dont il n'a pas pris connaissance. Tout simplement parce qu'il était dans ses pensées, entre guillemets, c'est-à-dire dans une sorte de d'évasion de la réalité. Il était en train de penser à autre chose que à la situation du présent, la situation dans laquelle il est. L'être humain, naturellement paresseux, se simplifie la vie en créant des automatismes. Vous conduisez, pour la plupart d'entre vous, ou bien vous faites du vélo, ou bien vous faites un sport quelconque, et vous savez très bien que vous avez créé des automatismes. En vélo, on peut faire, une fois qu'on sait faire du vélo, on peut parler, on peut regarder le paysage, on peut faire toute autre chose que de se concentrer sur l'équilibre dont on a besoin quand on est à vélo. En voiture aussi, et malheureusement, on peut même téléphoner en voiture, ce qui est très dangereux. Bon. Ça, c'est le système 1. Et le système 2 est celui qui nous sert à trouver des nouvelles solutions, à nous adapter. Alors, c'est fatigant. Donc, on y fait appel le moins souvent possible. Et aujourd'hui, malheureusement, à cause des écrans, à cause des téléphones portables et de toutes les applications qu'il peut y avoir, donc des écrans au sens général, eh bien, nous perdons de plus en plus cette capacité à trouver, à nous adapter, à trouver de nouvelles solutions. Nos fausses valorisations vont créer ces circuits automatisés de fausses valeurs. Par exemple, quand vous êtes en voiture et que quelqu'un vous barre le chemin, s'endort entre guillemets au feu rouge et que vous êtes derrière, vous commencez à l'insulter. Et puis, partant de cet automatisme, si jamais on vous rentre dedans, ou si même vous rentrez dans la voiture de devant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez descendre de la voiture et vous allez commencer à crier. Donc en fait, on va perdre le contrôle de nous-mêmes et on va faire des actions qui, normalement, dans la vie courante ou dans d'autres situations, ne nous seraient pas arrivées. Tout ça, ça va se déclencher de façon indépendante de notre conscience.
Et le problème, c'est de comprendre donc qu'on a créé ces automatismes. Ils ne sont pas venus par hasard, ils ne sont pas innés, ils ont été construits par vous-même. Alors ça, c'est très désagréable quand on dit ça, parce que ça dit simplement que quand vous perdez le contrôle de vous-même, c'est que c'est de votre faute. Mais d'un autre côté, c'est merveilleux, parce que si c'est de votre faute, vous êtes le mieux placé pour pouvoir changer et rectifier cette erreur. Donc, reporter la responsabilité sur vous-même n'est pas très agréable, mais d'un autre côté, c'est la seule qui puisse être effective. Parce que dire c'est pas de ma faute, c'est de la faute de X, Y ou de cette situation extérieure matérielle, eh bien, ça vous empêche de pouvoir modifier, corriger cette erreur que vous venez de faire. Donc, à ce désagrément, il y a l'agrément de pouvoir se contrôler. Regardons maintenant le schéma du fonctionnement psychique et ce qui se passe. Tout d'abord, vous avez une excitation. Et tout va se baser là-dessus. Excitation dit réaction. Alors, l'excitation, va, pour l'homme, normalement déboucher sur une satisfaction. Tout le monde cherche à être heureux, tout le monde cherche à être satisfait. Et quand on a une excitation, soit si elle est positive, on essaye de la réaliser. On voit un gâteau au chocolat, on a envie de le manger. On se brûle ou quelqu'un vous crie dessus, on a envie que ça s'arrête. On a envie que ça s'arrête parce que ça crée une insatisfaction. Donc, c'est soit satisfaisant, soit insatisfaisant. Et en fonction de ça, on va choisir lequel des deux on va prendre. Mais l'excitation, avant d'aboutir à la satisfaction, avant d'aboutir à cette réaction qui va s'opérer, eh bien, va déclencher à l'intérieur du cerveau, dans notre boîte noire, si je puis dire, va déclencher tout un système, tout un processus. Ce processus part d'abord par le désir, parce qu'une excitation, par exemple j'ai soif, va créer plusieurs possibilités de réaliser cette excitation. On peut boire chaud, froid, du thé, un jus de fruits et bien d'autres choses. Donc il va falloir choisir. Donc cette excitation va se transformer en désir multiple et même si on croit que quand on a soif il suffit de prendre un verre d'eau, je ne suis pas sûr que vous preniez systématiquement un verre d'eau quand vous avez soif. Prenez peut-être de temps en temps, du moins dans un café, si vous vous asseyez et vous essayez pour boire quelque chose, je n'ai pas vu beaucoup de verres d'eau servis aux terrasses de café. Certainement parce que c'est gratuit. Bon. Peut-être aussi pour d'autres raisons. Et donc, cette excitation va créer plusieurs désirs. Ces désirs, eux, vont devoir être valorisés pour choisir lequel de ces désirs on va plutôt prendre. Et cette valorisation va déboucher sur des motifs. M. Donc, excitation, désir, motif. Motif comme moteur. Et ce moteur va créer des actions qui vont, elles, action donc réaction à l'excitation. L'action ici, c'est la réaction à l'excitation qui est motivée et qui va déboucher normalement sur une satisfaction. Si ça ne débouche pas sur une satisfaction, on ne recommencera pas. Si ça débouche sur une satisfaction, c'est qu'on ne s'est pas trompé et qu'on recommencera. Et nous faisons des expériences en permanence. Depuis que nous sommes tout petits, depuis l'âge d'un jour, si je puis dire, on commence par faire des expériences. Le cri du bébé, c'est pour appeler sa mère. Et le bébé dépend pendant la première année pratiquement à 100% de sa mère, ou de son père bien sûr,
de sa mère, dans le sens qu'elle est capable de le nourrir. Donc c'est vital, si vous voulez, et donc le cri du bébé est tel que, en général, il attire l'attention. Dans un avion, dans le train, même si c'est pas votre enfant, s'il crie, ça nous dérange, entre guillemets, c'est-à-dire que ça nous interpelle et soit on s'énerve, soit on essaye de résoudre le problème. Mais en tout cas, ça ne nous laisse pas indifférents. Ces petits blocs que j'ai marqués, EDMA, sont en fait ce que j'appelle des noumens, des objets du monde intérieur. Et ces objets du monde intérieur sont reliés entre eux par des fonctions qui sont des fonctions psychiques. Dans la mesure où ces objets du monde intérieur ont plusieurs composantes, donc sont des vecteurs, les fonctions F1, F2, F3 et autres sont des fonctions psychiques, des matrices, entre guillemets, qui vont transformer, qui vont permettre de passer d'un domaine dans un autre domaine. Mais tout le système, ça c'est un système ouvert, comme vous voyez. Un système ouvert est instable. La nature fait bien les choses et la nature va créer des boucles de retour. La première, positive, en vert, celle qui crée de l'énergie, est une fonction psychique d'harmonisation. C'est-à-dire qu'elle va essayer d'organiser les différents désirs que nous avons, parce que si nous voulons boire, mais aussi manger, ben, il ne faut pas trop boire, il ne faut pas non plus trop manger, donc il faut équilibrer entre boire et manger les deux fonctions. Donc, dans le motif, on va certes vouloir réaliser l'excitation qui nous a poussé à vouloir boire, mais aussi en tenant compte des autres désirs que nous avons. À l'inverse, nous avons une fonction négative qui est basée sur le refoulement de c'est pas grave, on va y arriver, qui dit bah, je peux boire autant que je veux, je mangerai après autant que je veux. Non, la conséquence vous la connaissez, ça marche pas très bien. Ça c'est une boucle F5 qui ne donne pas des bons résultats. Donc on va abandonner en partie, mais qui va revenir un petit peu naturellement, systématiquement. On en parlera après. Mais il n'y a pas que ce genre de retour, il y a aussi des retours comme F6 qui, si on aboutit à une satisfaction, vont renforcer le désir. Alors, vers le bas, là je l'ai mis en jaune si c'était positif, ou si c'est une insatisfaction, ça sera négative, et on va éliminer ce genre de désir, ou bien on va le renforcer. Et de même, au niveau F7, on va accepter ou refuser certaines excitations, sachant que ces excitations, pour certaines, déboucheront sur des satisfactions et les autres sur des insatisfactions. Donc on fait le tri, et F1 est une fonction oui-non qui va accepter les excitations du monde extérieur ou celles qu'on se crée imaginativement qui reviennent strictement au même. Ça, les neurosciences vous le diront, que l'excitation soit réelle ou que l'excitation soit imaginative, on va créer exactement les mêmes réactions intérieures. Si on continue, donc ce système est un système bouclé, donc un système stable dans lequel on a affaire. Maintenant, le problème est cette réaction de court-circuit que vous avez en noir, qui est court-circuit dans le sens que, circuit court, on ne passe plus par la délibération, c'est-à-dire on ne passe plus par F1, F2, F3, on passe directement par F8, c'est-à-dire qu'on crée un automatisme
entre l'excitation et la réaction A. Et alors, on l'a créé de façon imaginative la plupart du temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui est addict à l'alcool, à la cigarette, à d'autres petites drogues, je dis petites, elles sont graves quand même, toutes les drogues toutes les addictions sont graves, mais elles peuvent être sans conséquences immédiates et fortes, mais à terme vont créer des addictions beaucoup plus graves, aussi bien si elles sont au début un petit peu bénignes, elles vont quand même augmenter petit à petit, parce que notre insatisfaction, elles ne peuvent pas être satisfaisantes à partir du moment où c'est une addiction. Elles ne peuvent pas être. Pourquoi l'addiction ne peut pas être satisfaisante? Tout simplement parce que par le fait qu'elle est une addiction, elle échappe à votre contrôle. Vous êtes addict, donc vous n'êtes plus en capacité de contrôler ce qui se passe. Donc si vous n'êtes plus en capacité de contrôler, si vous perdez le contrôle, c'est négatif. Même si ça vous faisait du bien, entre guillemets, dans ce cas-là, on n'appellerait pas ça une addiction. Si on appelle ça une addiction, c'est que ça vous fait du mal quelque part, ou que l'effet cumulatif devient finalement néfaste pour vous d'une manière ou d'une autre. Donc cette réaction de court-circuit, F8, va comme occulter votre capacité de clairvoyance, votre capacité de raisonnement, votre capacité d'analyse. Et donc vous allez faire des choses qui seront déclenchées par l'extérieur et non pas par vous, donc dont vous n'aurez pas le contrôle. Alors que si vous vous mettez à réfléchir 5 minutes, non, ça je ne voudrais pas le faire, et pourtant je le fais. Alors, comment faire pour se guérir de ça? Pour se guérir de ça, il faut reconstruire le système 1 par des démonstrations appropriées aux situations déclenchant les réflexes basés sur des fausses valorisations. C'est-à-dire que les automatismes devront être cassés pour être reconstruits avec des automatismes basés sur une réflexion plus en profondeur qui permettent de dire, ah bah oui, mais là, si je fais ça, je vais tomber en addiction, je vais oublier la raison pour laquelle je fais certaines choses, et dans ce cas-là, je vais perdre le contrôle de moi-même. En reconstruisant, pour le reconstruire ce système 1, il faut une introspection objectivée pour retrouver les motifs qui sont initialement faussement utilisés. Alors l'introspection, c'est ne pas refouler nos motifs, c'est-à-dire s'avouer tous les motifs qu'on peut avoir et ensuite les analyser. Alors se les avouer, c'est dire, par exemple, je veux boire un petit peu de vin pour montrer que je suis adulte. Bon. Ou pour me donner un peu de courage parce que je suis avec des amis, je suis un peu timide. Ah, je suis un peu timide. Là, je commence à m'avouer quelque chose qui est désagréable et je commence à comprendre que pour réparer, entre guillemets, un petit défaut que j'ai, je vais chercher une excitation dans le monde extérieur, soit du café, soit une cigarette, soit de l'alcool, pour surmonter ma timidité. Donc voilà, il faut s'avouer tous ces motifs, toutes les raisons pour lesquelles. Après, on va faire le tri. Dans un premier temps, il faut mettre tout sur la table. Et tout sur la table de la façon la plus objective et honnête possible. Alors, pour que ça soit honnête, il vaut mieux utiliser une méthode. C'est l'objectivation qui sera effective à partir du moment où vous appliquez les lois du monde intérieur, la loi d'additivité, c'est-à-dire que toutes les petites
rancœur, finissent par faire une énorme rancœur. Toutes les petites vanités font une énorme vanité, toutes les accusations font une énorme accusation, toutes les sentimentalités font une énorme sentimentalité, etc. Utilisez la loi d'ambivalence, qui est, si je tombe dans un excès, c'est que en moi, j'ai l'excès inverse qui existe, donc allez le chercher. La loi de la justice immanente et les autres lois que je vous convie de trouver dans les lois du monde intérieur, petit livre que j'ai écrit à ce sujet. Donc voilà comment on peut se guérir, et le mieux c'est de le faire de façon guidée initialement avec un thérapeute qui connaît ces lois et qui va vous dire, écoutez, vous venez d'écrire ça, vous venez de me dire ça, ben voilà ce que je peux vous conseiller de faire et de chercher dans telle ou telle direction, et vous allez trouver des motifs un peu inavoués en vous qui, une fois avoués, vont vous permettre de sortir de ces réactions de court-circuit. Voilà, j'espère vous avoir expliqué le phénomène, fait entrevoir la possibilité de vous guérir. En tous les cas, c'est faisable, et avec beaucoup d'objectivité, beaucoup d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, on y arrive même seul. Avec moins d'objectivité, il ne faut pas avoir peur de s'adresser à un thérapeute qui connaisse effectivement la psychologie mathématique, faute de quoi on va vous entraîner dans des justifications qui ne vont faire que augmenter vos réflexes négatifs et augmenter vos réactions de court-circuit. Et c'est pas par le comportement extérieur que vous allez pouvoir intervenir et reprendre le contrôle du monde intérieur, en tous les cas. Voilà, bonne journée, à bientôt.